Bonjour, nous abordons aujourd'hui notre deuxième cours. Je démêle mon chien. Et nous allons commencer par répondre à la question: qu'est-ce qu'une fourrure démêlée? Une fourrure démêlée, mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous vous devinons d'ici en train de hausser les épaules. Quelle question! Une fourrure est démêlée quand le peigne y passe facilement sans rencontrer de résistance. Voilà ce que vous pensez. Eh bien, ce n'est pas si simple. Dans le cas des animaux, c'est plus compliqué. En effet, il faut immédiatement comprendre quelque chose d'important concernant le poil animal qui se distingue nettement du cheveu. On a toujours tendance à croire que les poils sont des cheveux. Il y a des points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et l'un point important, c'est celui-ci. Le poil, comme le cheveu, commence sous la peau par une papille, sorte de racine, si vous voulez, située sous la peau. Pendant une première période de leur vie, le poil et le cheveu vont rester physiquement reliés à leur papille. Mais cela ne va pas durer toujours. À un moment donné, la liaison physique avec la papille va disparaître. Poils ou cheveux ne sont plus retenus que par leur conduit sous la peau. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, une simple traction, d'ailleurs totalement indolore pour l'animal, suffit à les extraire définitivement. Cette période pendant laquelle, en réalité, le poil est détaché de sa papille, ne tient plus que par le conduit dans la peau, et par conséquent, où il est très facile de le faire partir sans que l'animal ou la personne le sente, s'appelle la phase télogène. Cela vient du grec et cela veut dire la phase de couverture. Mais il y a une différence essentielle entre le poil et le cheveu. C'est précisément la durée de cette phase télogène. Elle est brève en ce qui se concerne le cheveu. Elle est, et c'est là tout le paradoxe, normalement la partie la plus longue de la vie du poil. Vous avez le dessin sous vos yeux et vous voyez bien qu'il y a 4 phases dans la vie d'un poil. À gauche vous est représentée la première phase, la phase dite anagène. Le poil est relié à sa papille. À l'image suivante, c'est la phase catagène. La papille et le poil commencent de se séparer. Mais elles sont encore dans le même conduit. Au cours de la phase télogène, le conduit qui retient le poil s'est purement et simplement séparé de la papille. Au cours de cette phase télogène, le poil ne tient donc que par le conduit. Il est très facile de le faire partir et c'est totalement insensible pour l'animal. Et puis la 4e phase, la phase anagène, eh bien, c'est le moment où un nouveau poil pousse et va donc chasser l'ancien poil. La différence essentielle entre le poil et le cheveu, c'est que la 3e phase, c'est-à-dire la phase télogène, qui est très courte chez l'humain, est très longue chez l'animal. Le cheveu, sa durée de vie, c'est 7 ans. Le poil, c'est plus près de 7 mois. En ce qui concerne le cheveu, la phase télogène dure quelques mois. Quelques mois sur les 7 ans.
Pour ce qui concerne le poil animal, la phase télogène dure presque 70% de la durée totale de la vie du poil, qui est de l'ordre de 7 mois. Enfin, c'est une moyenne. C'est vraiment une moyenne parce qu'en réalité, c'est plus compliqué. Mais en moyenne, sur les 7 mois, il y a au moins 5 mois de phase télogène, c'est-à-dire 5 mois pendant laquelle le poil est simplement retenu par son conduit. C'est dire que si vous souhaitez que votre compagnon ait une belle fourrure, il faut conserver le maximum de poils pendant la phase télogène, poil qui est pourtant très fragile. Et donc vous comprenez que si vous voulez un beau chien, par exemple un chien d'exposition, vous devrez apprendre à démêler sans y mettre de force. Avez-vous déjà admiré, à l'occasion d'expositions canines par exemple, ces toisons si longues qu'elles en viennent à toucher le sol? Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que pour longues qu'elles soient, elles sont aussi très fragiles. Et une main malhabile ou un peigne trop sévère réduisent en quelques instants, de façon significative, cette beauté spectaculaire. Magnifique à voir, mais immensément fragile, car cela ne tient qu'à un fil. C'est d'autant plus vrai que la médiocre tenue d'un poil en phase télogène dans son conduit cutané n'est pas la seule difficulté. Il en existe une autre, peut-être encore plus importante, dont nous n'avons jamais compris qu'elle semble ignorée de tous les auteurs et de la plupart des spécialistes, et dont vous pouvez cependant faire la preuve de la réalité de la manière la plus simple du monde. Prenez un poil long et tirez doucement sur son extrémité. Dans une grande majorité de cas, vous allez avoir la surprise de voir ce poil commencer par s'allonger et finalement vous vous trouvez avec l'extrémité du poil dans la main, séparée définitivement de l'autre partie restée dans la peau. En clair, vous avez raccourci le poil d'un bon tiers, voire de la moitié, voire des 2/3. Une véritable catastrophe si vous préparez le chien pour un concours de beauté. C'est ce qui vous est présenté sur ce dessin. À gauche, le poil, tel que vous le voyez normalement. Au milieu, eh bien, on tire sur l'extrémité du poil. Eh bien, on s'aperçoit que le poil est constitué d'une partie dite proximale, une partie intermédiaire qui représente un rétrécissement et une partie extrême qu'on appelle la partie distale. Si l'on tire, la partie distale glisse sur la partie proximale jusqu'à s'en séparer. Et si l'on continue de tirer, eh bien, on a enlevé la partie distale et il ne reste plus que la partie proximale. Vous comprenez que sur des poils que l'on veut longs parce qu'ils sont beaux, si l'on tire bêtement sur ces poils, eh bien, on a très vite un chien qui n'est plus, un pelage qui n'est plus constitué que de parties proximales, c'est-à-dire un poil relativement court. Ce qui n'est pas du tout ce que l'on souhaite pour de beaux chiens. C'est ce que nous expliquons dans notre ouvrage Le toilettage au bout des doigts, ou encore tout ce qu'il faut savoir sur la physiologie du pelage, du chien et du chat. Aucun mystère. L'idée instinctive que nous nous faisons d'un poil comme une sorte de tuyau homogène de sa racine à son extrémité est fausse. En réalité, le poil présente donc sur sa longueur au moins un,
et en réalité peut-être plusieurs étranglements. Il y a peut-être plusieurs parties intermédiaires qui délimitent des régions ou des parties que l'on peut plus ou moins facilement et de façon totalement indolore pour l'animal, insensible donc, que l'on peut donc séparer les unes des autres. Regardez bien cette image qui vous explique la réalité des poils. Et voilà qui vous explique, si vous l'avez déjà vu, le secret des papillotes que l'on trouve sur un certain nombre de chiens préparés pour les expositions ou les concours. Les éleveurs de races à poils longs qui visent l'exposition savent tous ce que je viens de vous dire. Ils ne le comprennent pas toujours, mais ils le comprennent, ils le savent au moins instinctivement. Et ils enferment, naturellement en dehors des expositions, les longues mèches de leurs champions dans des papillotes de papier de soie. L'ignorant pense que ce traitement favorise la pousse du poil. Il n'en est rien. Les papillotes ne permettent pas au poil de pousser plus long, mais elles évitent les arrachages par frottement du poil et de ses extrémités. Elles évitent l'usure de ses extrémités. Et vous comprenez maintenant l'utilité réelle des papillotes. En le comprenant, vous comprenez d'ailleurs quelque chose que beaucoup de gens qui passent leur vie à mettre des papillotes ne comprennent pas eux-mêmes. Résumons. La réalité des poils vraiment longs, c'est une tenue dans les conduits pilaires plus ou moins médiocres et une relative fragilité des tiges. Voyez-vous que pour avoir un beau chien, il faut faire très attention parce que les poils ne tiennent pas bien dans leur conduit et même sur leur longueur, ils sont terriblement fragiles. Il est donc beaucoup plus facile d'avoir un chien avec peu de poils que d'avoir un chien avec un très beau poil. Un chien avec un très beau poil, c'est de l'art, puisqu'il faut empêcher les poils de s'arracher de leur conduit et il faut empêcher les poils de se séparer sur leur longueur. Voilà pourquoi bien démêler, c'est aussi démêler en évitant de trop arracher. En se souvenant d'un principe fondamental simple, tout poil sur votre brosse n'est plus sur votre chien. Et si bien que, voyez-vous, tout à l'heure on pensait que de définir le démêlage c'était facile. Eh bien, on se disait, un peigne passe facilement, le chien est démêlé. Oui, peut-être, mais peut-être aussi que quand un peigne passe facilement dans une fourrure, cela prouve qu'elle est peut-être démêlée, ou tout simplement qu'elle est considérablement éclaircie, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie des poils, ou qu'on a séparé l'autre partie des poils sur leur longueur. Ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une façon générale, un peigne ne glisse jamais facilement sur une fourrure animale, même convenablement démêlée. Et cela avant le bain. Les coupables, ce sont évidemment la poussière, une pellicule plus ou moins fine de sébum desséché, et bien sûr, nous le verrons plus tard, le calcaire, cet ennemi déterminé du poil, le calcaire qui est toujours présent sur le poil si le dernier bain et surtout le dernier rinçage ont été donnés avec une eau dure. Mais reconnaissez que dans tous les cas, à vouloir insister avec un peigne aux dents trop rapprochées, vous prenez le risque d'arracher inutilement un pelage qui n'était pas réellement emmêlé. C'est pourquoi chaque fois que vous le pouvez, il faut préférer travailler avec une brosse et contrôler son travail avec un peigne à dents plutôt espacées, appelé, nous le verrons tout à l'heure, peigne à débourrer. Démêler en arrachant, c'est à la portée de n'importe quel imbécile. Démêler
en respectant le poil, c'est beaucoup plus délicat et demande beaucoup plus d'habileté. Sous vos yeux, la représentation d'un groupe de 4 poils, plus ou moins emmêlés. Chacun comprendra que sous la peau, il n'y a pas d'emmêlement possible. Les poils sous la peau ne sont pas emmêlés, c'est sûr. Et donc, immédiatement après les orifices de la peau, il existe nécessairement un espace d'au moins quelques millimètres où l'espacement des poils ne permet pas l'emmêlement. Donc à la sortie de la peau, les poils ne sont pas emmêlés. Les poils ne sont pas emmêlés quand il n'existe aucun nœud depuis les orifices jusqu'aux extrémités, ce qui arrive rarement. Et c'est là que l'on touche le grand malentendu. Le grand malentendu avec les personnes qui ne comprennent pas le démêlage est que ces dernières s'imaginent leur chien démêlé quand les extrémités du poil le sont. C'est ce que vous voyez marqué en rouge. Dans cette région marquée en rouge, les poils ont été démêlés. Et la plus grande majorité des personnes s'imaginent que leur chien est démêlé quand cette région marquée en rouge est démêlée. Oui, mais malheureusement, en dessous de cette région en rouge, l'emmêlement est toujours présent et ne peut engendrer que des problèmes. Ce chien n'est pas démêlé. C'est ce que je vous ai montré. Vous avez un premier nœud, un espace sans nœud sous le contact de la peau, et puis vous avez un premier nœud, puis un deuxième nœud, et peut-être d'autres nœuds encore. Le chien n'est pas démêlé. Sachez que si on mouille une surface ainsi, un pelage ainsi démêlé en surface, mais emmêlé en réalité, les conséquences peuvent devenir catastrophiques et la solution plus ou moins irréversible. Et là, nous abordons la règle. Le démêlage doit obligatoirement partir de la peau. Non pas des pointes, mais de la peau. Comment faire? Eh bien, pour cela, il faut s'aider de ce qu'on appelle la main libre. Il faut apprendre à s'aider de la main qui ne tient pas l'outil. Pour coucher une partie de la fourrure, comme vous le voyez sur la photo, de telle sorte de rendre bien visible depuis la peau la partie que l'on travaille. S'aider de la main libre, tenir une partie de la fourrure, de telle sorte de bien voir la partie que l'on travaille. La main qui ne tient pas l'outil couche le poil qu'on ne travaille pas pour rendre visible depuis la peau la partie travaillée. Sachez pour mémoire qu'une autre méthode souvent utilisée par les toiletteurs professionnels est de s'aider du jet d'air d'un séchoir que l'on oriente exactement à l'endroit que l'on travaille. L'air couche le poil depuis la peau et cela rend bien visible le niveau réel de l'emmêlement. Cependant, avec un séchoir, pourquoi pas, une règle absolue, couper la résistance du séchoir. Un air chaud pourrait endommager gravement un poil sec. Par ailleurs, le séchoir n'est pas réellement utilisable de cette façon que s'il est fixé quelque part, laissant les deux mains libres. Si vous devez tenir le séchoir, vous ne pouvez pas travailler de cette façon. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le principe absolu. La main qui ne démêle pas doit rester disponible. Tout simplement parce que le jet d'air ne vous dispense pas de devoir maintenir la peau. Sur la photo précédente, on vous montrait qu'on tenait le poil. Mais on ne tient pas seulement le poil, on tient aussi la peau. Pourquoi? Parce que la peau du chien est extrêmement élastique et doit absolument être maintenue et contrôlée pour un démêlage efficace. Si vous ne tenez pas la peau,
l'action des outils va commencer par tendre la peau, incommodant et faisant même souffrir l'animal, rendant le démêlage très hypothétique. Cela est à ce point vrai que l'on peut se demander si l'essentiel du secret des personnes expertes en démêlage ne tient pas pour l'essentiel à ce à quoi vous n'auriez pas pensé d'abord, non pas l'habileté de la main qui tient les outils, mais bien plutôt de celle qui ne les tient pas, mais qui sait se placer avec la fermeté nécessaire au bon endroit, au bon moment. Voilà de quoi raisonner et réfléchir sur ce sujet du démêlage. Nous nous donnons rendez-vous pour un prochain entretien sur la question des nœuds que l'on fait remonter le long du poil. Nous vous avons présenté aujourd'hui la première partie de notre cours « Je démêle mon chien ». Rendez-vous pour une prochaine partie très bientôt. Merci de votre attention. À bientôt.